Là, les vérifications du véhicule, vérifications qui seront demandées au cours de l'examen. Donc il y aura une vérification extérieure, une vérification intérieure. Donc on va commencer avec les vérifications extérieures. On va commencer avec notamment le compartiment moteur. Donc pour le compartiment moteur, la trappe se trouve ici. Je vais tirer. Pour ensuite trouver une deuxième sécurité ici pour libérer mon capot et trouver en fin de compte tous les éléments qui vont faire partie en fin de compte des vérifications du compartiment moteur. Donc en première vérification, le remplissage du produit lave-glace se trouve ici. On le retrouve notamment grâce au petit symbole qui représente le pare-brise avec le petit G. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Tout simplement parce que ce liquide comporte un antigel. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. Donc la batterie du véhicule, vous allez la trouver ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge? C'est simple, ça va être tout ce qui va être électrique en fonctionnement alors que le moteur ne tourne pas. En deuxième question complémentaire au niveau de la batterie, on va retrouver également quelle est la solution en cas de panne de la batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer. Donc sans déplacer mon véhicule, je vais avoir deux possibilités pour pouvoir le redémarrer. La première, ça va être tout simplement d'utiliser des pinces. Un deuxième véhicule. Je vais brancher donc ma pince positive sur la pince positive de l'autre véhicule, la pince négative qui se trouve en dessous du bloc ici sur la bande négative de l'autre véhicule. L'autre possibilité que je peux avoir, c'est tout simplement de remplacer ma batterie. Alors le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau du moteur, on le retrouve toujours pareil avec la même signalétique que le remplissage. La différence est le petit témoin orange qui est là. Si je soulève, je vais retrouver donc une partie striée. Donc cette partie striée, je dois avoir une présence d'huile entre le niveau mini qui est ici et le niveau maxi qui est ici. Ce contrôle doit être effectué à froid et voiture droite. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau de frein. Alors le niveau du contrôle de liquide de frein, on va le retrouver, et ça sur toutes les voitures, ça sera pareil, en face de la pédale de frein. Donc ça va être le témoin qu'on retrouve ici. C'est le même témoin qu'on va retrouver au niveau du frein à main. Donc ça, c'est la signalétique en fin de compte du frein. La différence, c'est qu'on n'aura pas le petit point d'exclamation. Donc le niveau doit être entre le mini et le maxi. En cas de baisse importante, je ne dois surtout pas en remettre. Pourquoi? Tout simplement parce que manquer de liquide de frein, ça serait deux signes annonciateurs ou d'une fuite ou de plaquettes usées. En remettre ne changerait pas le problème et ne résoudrait pas la panne. Donc je vais au garage et je fais réparer. Indiquer dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Alors le réglage des feux, on va retrouver une petite vis blanche sur chaque optique. Cette petite vis va me permettre de régler au cas où mon feu se serait déréglé avec le temps, tout simplement la hauteur de mes feux. La conséquence en cas de mauvais réglage, c'est simple, si mes feux sont réglés trop bas, je vais avoir une mauvaise visibilité au niveau de la conduite de nuit. Si mes feux sont réglés trop haut, le risque, ça va être tout simplement d'éblouir les autres usagers. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Alors le remplissage de l'huile moteur, vous allez le trouver ici. On le retrouve bien avec la petite burette d'huile. Donc on va le remplir avec de l'huile pour moteur diesel, huile moteur pour moteur diesel. À défaut, en cas de doute, on aura toujours la notice d'entretien, le manuel d'utilisateur qu'on retrouve dans la boîte à gants pour justement vérifier quel type d'huile précis est-ce que l'on met. Montrez où doit s'effectuer le niveau du liquide de refroidissement. Alors le liquide de refroidissement va se trouver à côté du lave-glace. Toujours avec les symboles, on va retrouver donc le thermomètre plongé dans de l'eau. Quel est le danger si on effectue ce contrôle moteur chaud? C'est simple, tout simplement comme une cocotte minute, en fin de compte avec la chaleur, ce bocal va monter en pression. Le fait de l'ouvrir, c'est le risque de s'ébouillanter, étant donné que l'eau peut monter à plus de 90 degrés. Donc les feux avant. Pour l'ensemble des feux, ce qui est important avant tout, c'est de vérifier l'intégrité avant de vérifier son fonctionnement. Ce qu'on entend par l'intégrité, c'est tout simplement si le feu est propre, en bon état, bien fixé et surtout pas cassé. On va commencer donc avec les feux de croisement. Donc le fonctionnement des feux de croisement, je vais aller dans la voiture, allumer les feux. Et vérifier tout simplement si mon feu de croisement, on le reconnaît facilement étant donné qu'il est derrière un petit cache, s'il fonctionne bien, et ça de chaque côté. Ensuite, montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux à l'avant du véhicule. Donc la vérification des feux, le changement d'une ampoule s'effectue derrière les petits caches caoutchouc que l'on retrouve de chaque côté. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux avant du véhicule.
Donc le changement d'une ampoule s'effectue derrière un des caoutchoucs que l'on trouve ici. On retrouve la même chose de l'autre côté. La question complémentaire du changement d'une ampoule, quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? C'est tout simplement de ne pas la prendre avec les doigts, au risque de détériorer le film qui est présent dessus. On utilise automatiquement un chiffon justement pour ne pas l'abîmer. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer les feux de route, je vais tout d'abord me mettre en feu de croisement, tirer la manette vers moi, tout ça avec le contact bien sûr mis. Passer devant le véhicule. On reconnaît le feu de route tout simplement parce que celui-ci n'a pas de cache, contrairement au feu de croisement. Donc là, on peut constater à gauche que le feu est propre en bon état, bien fixé, pas cassé, et qu'il fonctionne. Propre en bon état, bien fixé, pas cassé, il fonctionne à droite également. Donc question complémentaire. Dans quel cas utilise-t-on un appel lumineux? Alors l'appel lumineux, on va l'utiliser essentiellement pour prévenir notre approche, notamment de nuit, à l'approche d'une intersection, en sommet de côte, notamment pour prévenir le véhicule en face si jamais il est en feu de route de pouvoir les baisser. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position. Donc pour les feux de position, je vais juste tourner ma molette une fois. Mes feux de position, ce sont les toutes petites ampoules que l'on va trouver au-dessus. Donc propre en bon état, pas cassé, fonctionne bien. Alors dans quel cas est-ce que l'on utilise les feux de position? Les feux de position, on va les utiliser dans plusieurs cas. En ville, si la chaussée est éclairée et qu'il fait nuit, on peut parfaitement rester uniquement en feu de position. On va également les utiliser lorsque la chaussée n'est pas éclairée, que l'on est stationné sur la chaussée. Ensuite, hors agglomération, on va les utiliser lorsque les circonstances l'exigent. Donc quelles sont les conséquences en cas de panne d'un des feux de croisement? Comme on peut le voir, de chaque côté, on va retrouver donc nos feux de croisement allumés. Si jamais un des deux feux va être grillé, tout simplement, le premier usage, enfin le premier intérêt qu'on va avoir au niveau des feux de croisement, ça va être d'éclairer et de pouvoir voir de nuit. Donc forcément, un des deux feux de croisement grillés, on ne va plus pouvoir voir convenablement. Le deuxième souci, c'est tout simplement que les véhicules que l'on trouve sur la chaussée avec un seul feu, ça va être des motos. Donc là, le problème, ça va être tout simplement d'avoir un mauvais gabarit sur la route et de gêner les autres usagers. Donc, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop. Pour contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop, il faut inviter votre enseignant à passer au poste de conduite pour pouvoir actionner en fin de compte la commande de frein. Votre enseignant va mettre le contact et actionner donc la pédale de frein, ce qui permet tout simplement de contrôler que vos 3 feux stop, sur la gauche, en haut et sur la droite, sont propres en bon état et qu'ils fonctionnent bien. Quelles sont les conséquences en cas de panne des feux stop? Tout simplement, c'est de ne plus prévenir que vous ralentissez ou que vous vous arrêtez. Donc ça peut surprendre le véhicule qui vous suit et donc le risque, c'est tout simplement de vous faire percuter par l'arrière. Pour les feux de brouillard, je vais donc allumer mes feux de croisement et tourner la deuxième molette vers l'avant, en m'assurant que j'ai bien le voyant orange au tableau de bord. Lorsque l'on vérifie, on constate effectivement que le feu de brouillard ne fonctionne que côté gauche. L'emplacement se trouve ici, donc on constate qu'il est propre en bon état et qu'il fonctionne bien. On va venir l'utiliser uniquement lorsqu'il y a du brouillard et lorsqu'il neige. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de marche arrière. On va monter dans le véhicule, mettre le contact sans le démarrer, passer la marche arrière. La marche arrière passée, on va vérifier que mon éclairage est propre en bon état et qu'il fonctionne bien. L'intérêt du feu de recul, primo, ça va être forcément de prévenir que l'on va reculer. La seconde raison, c'est simplement d'éclairer la zone dans laquelle est-ce que l'on recule. Donc l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position, on constate à gauche qu'il fonctionne, qu'il est propre en bon état et qu'à droite, pareil, il fonctionne, il est propre en bon état. Pour l'éclairage arrière, c'est bon. Non, montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des véhicules à l'arrière du véhicule. C'est simple, vous allez avoir une trappe dans le coffre qu'il faut retirer. Et à l'arrière, en fin de compte, vous allez retrouver 2 petites vis qui vont permettre de retirer en fin de compte le feu arrière. Prochain contrôle, c'est quoi? Alors, c'est contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. On va vérifier surtout qu'au niveau du caoutchouc, il ne soit pas déchiré. La partie caoutchouc qu'on va retrouver ici, en fin de compte, c'est similaire à une petite raclette qu'on utilise à la maison pour essuyer l'eau. Donc c'est surtout vérifier que ce soit très souple et pas déchiré. Auquel cas, ça laissera des traces, voire ça peut rayer le pare-brise. Alors, l'état et la propreté du pare-brise, simplement, je vais vérifier sur l'ensemble de mon pare-brise que je n'ai pas d'impact, pas de cassure, et que dans l'ensemble, il est propre. Si jamais j'ai un impact au niveau de mon pare-brise, on peut le remplacer à partir du moment où il n'est pas trop gros et qu'il n'est pas présent dans le champ de vision du conducteur. Comment peut-on détecter en fin de compte l'usure d'un essuie-glace en circulation? C'est tout simplement que lorsque l'on est en circulation, il va mal essuyer, très mal essuyer, laisser des traces, voire faire énormément de bruit. Les clignotants. Tout d'abord, mettre le contact et les actionner, que ce soit le droit ou le gauche. Lorsque l'on vérifie les clignotants, toujours vérifier
qu'il soit propre en bon état, qu'il fonctionne bien. On n'oublie pas le répétiteur latéral situé sous le rétroviseur. Idem à l'arrière. Les clignotants, dans quel cas est-ce qu'on va les utiliser? Les clignotants, on va les utiliser dans 3 cas. Lorsque l'on s'arrête, clignotant à droite. Lorsque l'on quitte un stationnement ou un arrêt, clignotant à gauche. Lorsque vous changez de direction ou lorsque vous changez de fil. Que veut dire un clignotant qui va se mettre à clignoter beaucoup plus vite? Un clignotant qui clignote beaucoup plus vite, c'est tout simplement que l'avant ou l'arrière vont être grillés tout simplement et qu'il faut les changer. Alors les feux de détresse, pour actionner les feux de détresse, inutile de mettre le contact puisqu'il fonctionne même la voiture éteinte. Je vais appuyer sur le bouton. Donc mes feux de détresse fonctionnent, ils sont propres en bon état, à gauche et à droite. Mes répétiteurs latéraux également. Et à l'arrière, les deux clignotants fonctionnent, sont propres et en bon état. Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser les feux de détresse? On retrouve 3 cas. Lorsque l'on est en panne ou qu'on est accidenté pour signaler en fin de compte que notre véhicule est en détresse. Lorsque vous êtes dernier de file et que vous arrivez dans un bouchon. Ou tout simplement pour signaler un accident, pour baliser en fin de compte le secteur. Contrôler l'état, la propreté, la fixation des rétroviseurs. Un rétroviseur, lorsqu'on le vérifie, on vérifie tout d'abord que la vitre est propre en bon état, qu'elle n'est pas cassée, mais surtout que le rétroviseur est bien fixé. Quels sont les 3 principaux dangers représentés par un angle mort? Alors lorsque l'on oublie de contrôler ou lorsque l'on vérifie mal un angle mort, les 3 principaux dangers vont être différents selon la situation. Le premier, c'est simplement d'oublier un angle mort, il n'y a personne, on va se retrouver dans un défaut d'information, pas de conséquences. On va oublier de vérifier l'angle mort, mais le véhicule est suffisamment en retrait, on change de fil et on le gêne, le risque est un peu plus important. Le troisième danger, c'est l'angle mort si votre véhicule, un véhicule se situe à côté de vous. Si ce véhicule est situé à côté de vous et que vous ne faites pas le contrôle angle mort, le risque c'est la collision. Qu'appelle-t-on l'angle mort? L'angle mort, c'est ce que l'on ne peut pas voir en position de conduite, en vision directe ou à travers les rétroviseurs. Pour pouvoir les limiter, tout simplement, vérifier directement s'il n'y a personne ou lorsque l'on recule en se retournant. Contrôler l'état d'un flanc de pneumatique. Le flanc du pneumatique, c'est la partie latérale que l'on trouve ici. Donc ce que l'on cherche à vérifier, c'est surtout qu'il n'y ait pas eu de coup de trottoir, donc pas de déchirure, pas de coupure ou de hernie, c'est la présence de cloques qui montrerait que la structure du pneumatique est détériorée. Vérifier la présence de la valve sur un des pneumatiques, donc la valve de gonflage se situe ici. Qu'est-ce que l'on appelle aquaplanage? L'aquaplanage, c'est tout simplement lorsque votre pneu n'est plus en mesure, grâce aux sculptures présentes sur la bande de roulement, d'évacuer tout simplement l'eau, ce qui va soulever le pneu, perdant contact avec le sol, vous planez sur l'eau. Quelles sont les conséquences en cas de mauvaise pression des pneumatiques? Donc les conséquences en cas de sous-gonflage, ça va être tout simplement, pour commencer, une chauffe du pneumatique et un éclatement. On va avoir également une surconsommation, une perte d'adhérence, des distances de freinage qui vont être augmentées. En cas de surgonflage, 2 risques, l'aquaplanage, la bande de roulement reposant moins sur le sol, mais également l'usure irrégulière puisque seul le milieu sera en contact avec la route. Qu'appelle-t-on le parallélisme? Le parallélisme, c'est tout simplement le bon réglage d'un pneu avec la roue opposée. Les conséquences, c'est tout simplement, en cas de mauvais carrossage, pensez à un carrosse, l'usure va se faire soit sur l'intérieur du pneumatique, soit sur l'extérieur. Ou alors sinon, vous allez avoir le réglage du pincement qui va user latéralement votre pneumatique, donc l'user prématurément et de manière irrégulière. Donc, contrôler l'état, la propreté d'une plaque d'immatriculation. Sur une plaque d'immatriculation, on va vérifier surtout qu'elle ne soit pas abîmée et que les lettres ne soient pas évidées à cause par exemple d'un choc avec un autre véhicule. Contrôler l'état, la propreté de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule. Donc on constate qu'elle est propre, qu'elle est bien fixée, pas cassée, homologuée. Et on vérifiera sous le pare-choc que les 2 éclairages de plaque fonctionnent bien. Nous allons vérifier donc la plaque montrant les bonnes pressions du pneumatique. On la trouve ici. Donc on retrouve la dimension des pneumatiques du véhicule, la pression à vide et la pression chargée. Les catadioptres, les dispositifs réfléchissants, on va les retrouver sous le pare-choc de chaque côté. C'est ce qui permet de rendre le véhicule visible la nuit par les autres usagers lorsque ceci éclaire justement le véhicule, notamment en stationnement. Donc vérifier la bonne fermeture de la trappe à carburant. On va vérifier tout simplement en manipulant que le bouchon est bien fermé. Montrer l'emplacement de la sécurité enfant. Donc la sécurité enfant qui évite justement à une personne à l'intérieur de pouvoir ouvrir la portière se situe ici. On l'utilise à l'aide de la clé. Ce qui ne permet plus à un enfant par exemple de pouvoir sortir avec la manette intérieure. Ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir de l'extérieur. Donc contrôler le chargement du coffre.
Là, on constate que le coffre est vide. Les précautions à prendre lorsque l'on charge un véhicule, ça va être tout simplement de modifier la pression des pneumatiques arrière, qu'il faudra légèrement regonfler, mais surtout baisser les optiques avant. Le fait de charger l'arrière, automatiquement, on va lever l'éclairage à l'avant et donc éblouir les autres usagers. Donc la roue de secours est placée en dessous du tapis, avec tout le système, cric, clé. Là, on va allumer le tableau de bord et je vais vous montrer un petit peu tous les voyants qui correspondent à l'usage du véhicule. En mettant le contact, donc on a le témoin d'alerte de niveau insuffisant du carburant. On retrouve la jauge à carburant ici. On va retrouver le témoin d'alerte du serrage du frein à main, mais également du niveau insuffisant de liquide de frein. Le voyant du mauvais bouclage de la ceinture de sécurité. On va retrouver ici le voyant signalant une insuffisance de charge de la batterie. On va retrouver ici le voyant de mauvaise fermeture des portières ou du coffre. On va retrouver ici le voyant signalant une insuffisance de pression de l'huile moteur. On va retrouver ici une surchauffe du liquide de refroidissement. Vous trouverez ici le voyant des feux de position. Ici, c'est le voyant des feux de croisement, le voyant des feux de route, le voyant des feux de brouillard arrière, le voyant clignotant gauche, clignotant droite et l'allumage des feux de détresse. Alors, dans la boîte à gants, on va retrouver tous les documents afférents à la conduite du véhicule. Donc, le certificat d'immatriculation ainsi que la carte verte d'assurance, mais également le constat amiable et la pochette de la notice d'utilisation du constructeur. Mettez le système de chauffage sur la position air-froid. La manette doit être tournée vers la zone bleue à l'aide du petit marqueur que vous avez là. Pour actionner la commande de dégivrage de la lunette arrière, vous devez démarrer le véhicule et appuyer sur ce bouton-là. On constate que la petite LED s'allume en orange, ce qui permet le désembuage de la vitre arrière. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant vers l'habitacle. Les volets d'aération, à ne pas confondre avec les buses, permettent tout simplement d'aérer le conducteur ainsi que l'habitacle avec la clim ou le chauffage. Donc ils sont dirigés vers nous. Montrez toutes les buses d'aération. Alors les buses d'aération ont pour fonction de désembuer la vitre latérale pour les rétroviseurs, mais également le pare-brise avec la buse présente en dessous de celui-ci. La buse d'aération qui est fixe, contrairement au volet d'aération qui lui est mobile. Alors montrez la commande permettant de régler la vitesse de ventilateur. Donc la ventilation se règle à l'aide du voyant qui est là. Mettez la commande de chauffage sur la position air chaud. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant vers l'habitacle. Donc cette commande-là, on va la tourner à fond à droite pour se mettre sur le voyant avec les petites flèches montant vers le pare-brise. Effectuez un appel lumineux. Alors là, c'est la manette des réglages depuis l'intérieur du véhicule pour les blocs optiques. C'est tout simplement pour réadapter en fonction du chargement qu'on va avoir dans le véhicule, sans avoir à déplacer en fin de compte les optiques depuis le compartiment moteur. Lorsque l'on charge un véhicule, l'arrière va s'enfoncer, ce qui va lever l'avant et donc éblouir les autres usagers. Donc surtout, ne pas hésiter à utiliser la manette qui est là, à augmenter le chiffre pour descendre justement les feux. Donc actionnez la commande des feux de détresse, qui est ici. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête conducteur. Donc on va soulever uniquement pour le lever. Par contre, pour le redescendre, je vais appuyer sur le petit bouton qui est là, sur le côté, et appuyer sur mon appui-tête pour le redescendre. Alors montrez où se situe la boîte à fusible. La boîte à fusible, on va la retrouver derrière la plaque qui se situe sous le volant. Il faut la tirer et derrière, vous retrouverez la boîte à fusible. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. Donc la commande de réglage de hauteur du volant se situe à ce niveau. On la tire pour déclipser, ce qui permet de régler en hauteur, mais également en profondeur. Pour la reverrouiller, on pousse la commande. Donc montrez où se situent les airbags du véhicule. Pour rechercher un airbag sur un véhicule, il faut rechercher avant tout le logotype airbag. Donc on sait qu'on va en retrouver un du coup dans ce volant. On va en retrouver un également ici pour le passager. On va en retrouver également ce que l'on appelle les airbags rideaux au-dessus des ceintures de sécurité. Et enfin sur les côtés des sièges, grâce à la petite étiquette qui est là, on sait qu'on va avoir également des airbags. Donc ici on va retrouver le commodo de tout ce qui va être essuie-glace avant, essuie-glace arrière et lave-glace. Donc je vais mettre le contact pour pouvoir les actionner. En descendant, je vais faire fonctionner une fois mes essuie-glaces. Je vais retrouver toutes les autres vitesses en remontant. L'intermittence, la vitesse normale, la vitesse rapide. Pour l'arrière, je tourne.
Pour le lave-glace arrière, je retourne une deuxième fois. Pour utiliser le lave-glace avant, je vais tirer la commande vers moi. Voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la fiche? Terminé.